Douetto, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Vous êtes donc enseignant à l'université de Parakou au Bénin et vous êtes par ailleurs le président du réseau international francophone pour la promotion de la santé, le REFIP. Exact. Ravi de vous retrouver. Vous êtes aujourd'hui donc au colloque de la Société française de santé publique pour aborder cette question multiple des déterminants de santé. En quoi questionner les déterminants de santé est un enjeu majeur de santé publique aujourd'hui? Merci beaucoup. En réalité, depuis longtemps, on a travaillé à la santé des gens, des populations, des communautés, mais on s'est rendu compte que les résultats ne sont pas toujours à la mesure de ce que on déployait comme effort. Et donc, depuis l'avènement de la promotion de la santé, et donc dans les années 80, on s'est rendu compte que on a oublié un pan important, parce que en définissant la santé déjà, on avait montré que ce n'est pas seulement la maladie qu'il faut pourchasser, mais il faut mettre des gens dans des conditions bien spécifiques pour que la maladie n'arrive pas. Et donc, quand on s'est rendu compte de cela, on a mis en exergue, à travers un retour à la relecture, donc je vais dire des éléments, donc de la définition de l'OMS de la santé, que donc il y a des éléments, des conditions dans lesquelles il faut mettre les gens. Et des expériences de par le monde ont montré maintenant que quand on agit sur ces leviers-là, donc de l'ordre du social, économique, environnemental, on a beaucoup plus de résultats. Et donc, c'est vraiment intéressant de savoir que, par exemple, quand on est dans une communauté où on a essayé de faire un effort d'instruire les gens, la santé, désormais, change de pan. Et on voit que les gens peuvent mieux se porter que par rapport à ce qu'ils étaient. Et l'expérience de l'Europe en est aussi une, où on a vu que du moment où les femmes ont commencé par aller à l'école systématiquement, les choses ont changé. Et on ne parle plus de planification familiale parce que les femmes qui, avant la Deuxième Guerre mondiale, pouvaient aller jusqu'à 10 enfants, aujourd'hui, à cause de l'instruction, des occupations, sont arrivées alors à réduire les naissances et elles se portent donc beaucoup plus mieux que auparavant. Donc c'est ainsi qu'on a compris que pour plus de résultats, il faut agir sur les déterminants sociaux de la santé. À la veille de l'année 2016, année anniversaire de la définition mondiale de la santé, année anniversaire de la Charte d'Ottawa pour la promotion de la santé, effectivement en 86, j'aimerais qu'on puisse ensemble revenir sur un certain nombre de points ou d'enjeux et que vous puissiez pour chacun d'entre eux nous livrer votre regard. Comme vous venez de le dire, encourager l'intersectorialité ou en tout cas la mobilisation de différents secteurs au service de la santé. On nous en parle depuis quelques années. Comment, selon vous, développer cette politique intersectorielle avec l'ensemble des déterminants éducatifs, sanitaires, sociaux? Comment rapprocher le monde de la santé et de la médecine des autres mondes de cette discipline? Très bien. En fait, le volet important, à mon avis, ou le travail qui doit être fait revient essentiellement au secteur de la santé, qui doit se réconcilier avec lui-même en reprenant le sens que cette définition-là avait depuis donc le début, pour montrer que la santé, ce n'est pas que de soigner les gens, ce n'est pas, comme le disait déjà le rapport Lalonde du Canada, qu'il ne faut pas attendre que les gens deviennent malades avant de s'intéresser à eux. Mais c'est donc au secteur de la santé de comprendre que la santé se produit dans d'autres secteurs autres que le secteur de la santé. Et donc, pour ça, je vais dire qu'il y a eu beaucoup d'avancées désormais parce que l'OMS maintenant promeut cette approche-là qui est la santé dans toutes les politiques, qui vraiment replace la santé donc dans son contexte qui est tel que il faut nécessairement parler santé avec les autres secteurs.
l'éducation, l'agriculture, le commerce, le tourisme, etc., etc., l'emploi, les ressources, tout ça, il faut nécessairement que la santé se lève, le secteur, donc, et va discuter avec les autres secteurs comme quoi l'objectif améliorer la santé de la population dépasse le seul secteur de la santé. Et donc, on a besoin que les autres secteurs aient, en plus de leurs objectifs, donc qui sont les leurs, de travailler, d'avoir le souci de la santé. Par exemple, celui qui produit à manger doit savoir, il ne s'agit pas de mettre sur le terrain seulement de l'aliment, mais il faut des aliments donc de qualité. Et donc tout ça, ça contribue. Celui qui travaille à l'habitat, celui qui travaille à la construction des routes et ouvrages, donc doit savoir que je le fais non seulement pour la beauté, mais pour la santé de l'individu. Et donc c'est ça, et donc ça devient incontournable, indispensable que la santé soit pensée avec l'ensemble des secteurs et non plus seulement le seul secteur de la santé. Un lien justement avec l'un de ces secteurs, à la fin de cette année, Paris accueillera la COP21 sur le climat. L'OMS a lancé un appel au climate or change, or else, pardon, quel lapsus révélateur, sur les liens santé-environnement qui sont de plus en plus abordés. Quel regard portez-vous sur ces enjeux santé, environnement et changement climatique? Mais c'est plus qu'évident qu'il y a des liens intrinsèques qu'on ne peut même pas dissocier. Parce que, vous savez, l'environnement dans lequel un individu vit dicte littéralement quel état de santé il va avoir. Et donc, on le sait, dis-moi où tu habites, dans quel environnement tu habites, et je vais te dire de quelle santé tu vas avoir, tu vas bénéficier. Et donc, c'est dit que on a systématiquement besoin de collaborer. Il n'y a même pas possibilité de dire je veux travailler à la santé d'un individu, d'une communauté, sans tenir compte de son environnement. Et on voit de plus en plus les changements qui interviennent. Bon, d'abord, on sait que il y a tellement de maladies qu'on ne voit que dans des environnements donnés. Dites-moi qu'il y a la tuberculose quelque part, ça dépend d'abord et avant tout du contexte environnemental et avant d'être donc aussi social, économique, tout ça. On va parler du choléra, des maladies donc qui sont liées à beaucoup de situations environnementales. Donc ça veut dire que on a intérêt nécessairement à ne plus penser, c'est-à-dire comme dans un silo. Non, on doit nécessairement mettre ces éléments-là. Donc la COP21, travaillant donc pour le changement climatique, doit intégrer systématiquement les aspects santé, parce que après tout, c'est le bien-être de l'individu, de la communauté qui est l'objectif. Et donc c'est important, impératif. Troisième écho. Qu'il s'agit du changement climatique en l'intérieur des pays, et vous qui venez d'Afrique, vous allez pouvoir sans doute l'illustrer, ou bien les terrains de conflit et de guerre comme un des déterminants majeurs de la santé, effectivement encourage les populations ou force les populations à la migration. De multiples migrations sont en cours dans le monde. Comment questionner cet enjeu interculturel et renforcer l'interculturalité des pratiques de santé dans le monde? Très bien. En réalité, comme on l'a déjà tous compris, le monde est un village planétaire. On doit travailler à être tout le temps en interaction. Et l'interculturalité, par exemple, c'est une richesse pour le monde entier. Et ce n'est pas possible d'imaginer que tout le monde soit mis dans une même boîte et que on soit façonné de la même façon. On n'aura aucun intérêt à imaginer des choses du genre. Donc, il faut valoriser l'interculturalité et ça contribue énormément au bien-être donc de notre nature, de notre société, de la planète. Maintenant, il faut que, en réalité, quand une nation, par exemple, cherche son bien-être, faut pas croire que sur la planète. Et c'est ça, ce que le monde donc climatique, l'environnement nous apprend. Faut pas croire que quand je crée mon monde sur un territoire donné, que je vais être dans un cocon et puis tous les autres, non, ça ne me concerne pas. Jamais, ce n'est possible. Donc, il faut que normalement, quand une nation pense à son développement, qu'il y ait des atouts qui passent de l'autre côté en regardant. On a vu un certain nombre d'éléments qui font que
ce qui se passe quelque part, quand c'est bon ou mauvais, va se déverser de l'autre côté, là-bas, à plus ou moins longue échéance. Donc, ça fait que, normalement, les nations devraient avoir une portion qui donne un clin d'œil à côté pour que... Parce que le vent, par exemple, qui circule ne fait pas de limite de frontières et les intempéries n'ont pas de frontières. Mais quand nous sommes arrivés à mettre des frontières, il faut savoir que ça, c'est artificiel. Et donc, il faut s'organiser pour qu'il y ait un regard de l'autre côté, pour ne pas tenter d'être heureux tout seul. Par exemple, aujourd'hui, pour les phénomènes d'immigration, c'est quand même, c'est hallucinant un peu quelque part. Parce que quand on voit ça, il suffirait, par exemple, d'organiser ces pays-là à avoir un minimum de processus qui annule un temps ou annihile un temps soit peu la pauvreté. Et donc, les gens vont se plaire dans leur contexte et ils n'auront pas envie à aller de l'autre côté. Par exemple, sortir les gens de la pauvreté. Moi, j'ai l'habitude de dire c'est la chose la plus facile. Quand on va mettre un processus d'apprentissage, d'instruction, d'apprentissage professionnel où les gens qui sont capables d'aller loin pourront aller loin et ceux qui ne sont pas capables d'aller loin mais qui ont des potentiels en eux vont le développer. Ils ont un minimum chez eux. Qu'est-ce qu'ils iront chercher ailleurs? Et ça, ce n'est pas nécessairement que c'est des moyens financiers qu'on va déverser dans les pays, non, mais au moins, ne serait-ce que les idées développées avec et soutenir, par exemple, une éducation formelle, donc systématique dans les pays, pourraient, sur une génération, changer et combler le fossé. C'est ça, en fait, les réflexions que on devrait avoir à l'international pour éviter, parce que il faut créer des conditions pour les gens pour leur permettre de se sentir un tant soit peu à l'aise dans leur contexte et puis le point est réglé. Tout le monde veut un bien-être. Mais quand il faut le faire et ne pas voir que bon les autres aussi en ont besoin et que c'est nous seulement peut-être qui en... Non, c'est pas évident. C'est ça les difficultés. Notre point, en écho à un propos liminaire de Monsieur Salem, justement géographe hier, avec de belles illustrations africaines, l'UNESCO, l'Organisation des Nations Unies en général, a inscrit dans ses textes la nécessaire reconnaissance des savoirs traditionnels et autochtones en écho aux savoirs dits modernes ou contemporains pour permettre au monde d'avancer. Questionnons ce point au niveau de la santé. Quelle articulation possible entre progrès scientifique, technique et médical et reconnaissance des pratiques ancestrales ou de médecine des peuples autochtones dans certaines nations africaines ou sud-américaines qui effectivement utilisent des traditions ancestrales depuis plusieurs millénaires avec des plantes locales. En réalité, comme on a l'habitude de le dire ailleurs, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Donc, il faut nécessairement partir de ce que les gens savent. Parce que des gens ont vécu, comme vous le disiez, des millénaires dans des contextes donnés et ont eu à développer déjà des mécanismes d'adaptation sur lesquels, nécessairement, il faut le reconnaître, il y aura des choses concrètes, pratiques, utiles pour l'avenir, mais bien évidemment aussi des choses qui, dans le temps, étaient valables, mais avec l'évolution, ne pourront plus être considérées de la même manière. Ça a été toujours comme ça. On voit, même dans le progrès scientifique, des choses, on commence par des trucs un peu rudimentaires et par la suite, on développe, on voit, quand on a vu le téléphone mobile, ce que c'était au départ, ou l'ordinateur, ce que c'était au départ, aujourd'hui, ce n'est pas la même chose. Donc, on a dû commencer par ce qui était là-bas et puis finalement, de progrès en progrès, on a évolué. C'est la même chose pour les connaissances indigènes, autochtones. Et donc, il faut pas de revers de la main jeter ces choses-là, mais les considérer, comme disait d'ailleurs un auteur, il dit, les gens ont toujours raison de faire ce qu'ils font. Maintenant, il faut considérer cela et analyser, et peut-être même derrière ce qu'ils font, il y a des choses, la raison est souvent fondée, et peut-être les pratiques ne sont pas à encourager. Donc, c'est des trucs comme ça en réalité. Il nous faut nécessairement partir de ce qui existe et
trouver le fondement de ce qui était là, la raison principale, et voici des choses qui en sont les mécanismes. Donc, pour atteindre l'objectif, sont toujours valables ou il faut adapter. C'est normalement ce qu'on devrait faire en tout temps. Incontournable pour moi, la question suivante. Je voudrais faire écho à une belle rencontre il y a à peine 15 jours avec la représentante des jeunes du Rwanda à la tribune de l'UNESCO, introduisant son propos par « Nous sommes les jeunes, nous sommes l'avenir, l'avenir pour la santé, l'avenir pour la planète ». On sait très bien que l'Afrique est effectivement le continent de la jeunesse. Quel message ou quelle réflexion pour une jeunesse soucieuse de sa santé? Oui, aujourd'hui, si on considère l'Afrique où il y a vraiment une jeunesse qui a devant elle l'avenir, pour assurer donc cet avenir-là et avoir un bien-être, il faut agir sur un certain nombre de leviers qui actuellement ne sont pas pris en compte de manière systématique et véritablement correcte, ce qui devrait être le cas, c'est-à-dire les leviers comme l'éducation. L'Afrique ne peut jamais émerger et assurer donc un avenir à cette jeunesse-là si l'éducation ne devient pas la priorité numéro 1. À mon avis, ça devient incontournable. Il ne faut plus faire les choses comme cela se fait en Afrique jusqu'à maintenant. Il faut que tout gouvernant en Afrique sache que pour que demain soit meilleur, il faut le levier de l'instruction. Donc, on ne peut pas, je n'ai jamais vu, moi, un continent ou un pays, je veux dire, qui a enclenché le processus de développement, y est arrivé avec un taux d'analphabétisme tel que c'est le cas en Afrique. Donc, on est en train de passer à côté de l'essentiel pour assurer donc un avenir meilleur à cette jeunesse-là. Donc, entre autres, c'est de réorganiser le système éducatif dans la région et de voir comment on fait en sorte qu'il y ait un pan de cette jeunesse-là qui ont du potentiel véritable, leur permettre donc d'évoluer, et le reste qui en lui-même, donc qui a des choses à faire valoir, qu'on les oriente pour donc des travaux qui permettraient donc le développement local, créant une classe moyenne donc majoritaire pour relever le défi donc du développement et de la santé, du bien-être dans ces pays-là. C'est ce que je pense. Et quand on voit à l'échelle donc du continent, les programmes d'éducation ne sont pas systématisés encore et on fait les choses en tâtonnant un temps soit peu, alors que quand on prend de l'autre côté comment les gens ont pu évoluer, c'est l'instruction. On voit dans les pays, mais là on fait même la chasse à l'analphabétisme pour que tout le monde aille à l'école. Donc on a des exemples devant nous et on devait pouvoir y arriver si on emprunte aussi ces chemins-là en les adaptant bien entendu au contexte. Mais il n'y a pas, à mon avis, possibilité d'assurer un avenir à cette jeunesse si on n'agit pas sur des leviers comme l'éducation systématique de la nation. Bon, dernière question. Déjà souligné, la participation, la démocratie sanitaire, la place des patients dans les politiques publiques de santé, la place des citoyens dans les politiques publiques de santé, mais aussi les relations patients, soignants, aidants, peut-être dans une logique d'équité dans le rapport au pouvoir. Quelle lecture de l'évolution de la démocratie sanitaire aujourd'hui à l'échelle internationale? En fait, mon point de vue est que cette question est liée étroitement à celle précédente, donc sur le levier de l'éducation. Et en fait, il n'y aura pas de démocratie sanitaire, de participation véritable de la population ou des patients s'il n'y a pas un niveau d'éclairage, d'instruction, donc pour que les gens libèrent un peu leur entendement et puis soient capables de réagir. On a vu ce qui s'est passé dans les pays développés où c'est parce que les gens ont été en contact d'un certain nombre de réalités à travers l'instruction, sont descendus dans les rues pour revendiquer un certain nombre de choses et qui a fait qu'on a restructuré les choses. Et donc,
par exemple, si on pense à l'Afrique, ça ne peut pas se faire si on n'a pas cette ouverture-là, on n'a pas donné cette possibilité-là à la population. Et donc la société civile qui ne sera pas développée parce que les gens n'auront pas la possibilité d'argumenter et de défendre leurs droits. Donc moi je pense que là, on va dire participation, mais quand on n'aura pas, dans ce sens, à libérer les leviers qui vont permettre à la population de réagir et de confirmer et de revendiquer donc ses droits, ça va être un peu problématique. Maintenant, de l'autre côté, parce que les soignants n'arriveront pas à libéraliser aussi les choses s'il n'y a pas une pression du côté donc de la société civile. C'est ça le vrai problème là, parce que la nature humaine quelque part, je me dis, est de telle sorte que quand il n'y a pas une pression, les gens ils ne réagissent pas le tir. Donc c'est un peu comme ça, on devrait voir les choses. On ne peut pas faire le bonheur des gens sans eux. Donc on doit nécessairement leur donner le moyen ou les moyens de pouvoir donner un feedback et d'orienter aussi, d'aider à orienter les services rendus à cette population-là. Je trouve que c'est important et on doit évoluer davantage maintenant, mais à mon avis, c'est vraiment lié à l'ouverture qu'on devrait avoir du côté instruction, augmenter le taux donc des gens qui sont donc instruits, et ça va aider à la démocratie sanitaire. David Ouetto, je rappelle que vous êtes donc le président du réseau international francophone pour la promotion de la santé. Dernière question, en écho peut-être à ce plaidoyer pour la promotion de la santé, quel message aux acteurs, aux élus, aux professionnels de santé pour développer la promotion de la santé en 2016? Oh, très bien, parce que en fait, nous, au réseau francophone international pour de la santé, notre cheval de bataille est de faire en sorte que, d'abord et avant tout, les professionnels de la santé, que j'appelle à revisiter d'ailleurs ce thème-là, parce que en réalité, on ne parlerait pas de professionnels de la santé en s'adressant aux gens qui sont dans le secteur de la santé. Ils sont des experts de la santé et les professionnels de la santé sont tous les autres secteurs. Parce que quand on parle de la santé en réalité, c'est ce que vous mangez. Est-ce que vous avez un habitat? Salut, votre environnement. Vous avez un emploi? Avez-vous du revenu? Tout ça, c'est pas le secteur de la santé qui fait ça. Tracer les routes, c'est pas le secteur de la santé. Donc celui qui trace les routes, celui qui éduque un enfant, c'est un professionnel de la santé. Et donc, c'est ça le vrai problème qui d'abord doit être prioritaire. Le secteur de la santé doit se réconcilier avec la définition de la santé. Donc le plaidoyer doit commencer d'abord par la maison de la santé, c'est-à-dire le système sanitaire. Le plaidoyer doit s'installer là d'abord pour que les gens se réconcilient. Il y a beaucoup de pays développés qui sont en avance, il y a d'autres qui bénéficient du contexte global du développement de leur pays et donc ne ressentent pas véritablement le rôle des déterminants sociaux dans la santé. Et donc ça, c'est un autre problème où il faut que les gens arrivent à négocier, à comprendre davantage, à redéfinir les choses. Mais c'est un peu plus flagrant en Afrique quand on voit que le développement n'a pas pris et donc les gens vivent dans des conditions et que on laisse ça de côté, on veut régler le problème de la poliomyélite, le problème de la tuberculose, du paludisme, sans savoir agir sur les conditions de vie quotidienne des gens. Et donc, c'est pas possible. Et donc, le plaidoyer part, à mon sens, de la maison de la santé que j'appelle donc le système sanitaire. Et à partir de là, quand ils se sont réconciliés avec eux-mêmes, aller maintenant à travers l'approche donc santé dans toutes les politiques, aller s'asseoir avec tous les secteurs et convaincre les autres secteurs que vous êtes des professionnels de la santé. Vous construisez les maisons pour vous tracer les routes, vous donner de l'emploi, vous instruisez les enfants. C'est ça ce qu'il faut pour donner la santé. Et donc, nous devons travailler ensemble. Et à mon avis, sans commencer par la maison donc de la santé que j'appelle en fait le système sanitaire, il est inutile d'aller convaincre les autres. Donc, le gros problème à mon avis maintenant, c'est là. Ce sont les experts de la santé qui ne font pas le pas nécessaire pour se convaincre que la santé n'est pas que leur seule affaire.
Donc, le plaidoyer doit commencer en 2000. Moi, je pense que l'important doit être même ça. Parce que c'est comme dans mes recherches que j'essaye de mettre en exergue désormais. Je parle plutôt, je dis le système sanitaire, où les systèmes sanitaires ne sont pas véritablement des systèmes sanitaires, c'est des systèmes de maladie. Et donc, il faut d'abord qu'on se convainque de ça avant d'aller dire aux autres, et on sera vraiment bien armé, outillé pour dire à celui qui est produit donc pour la nourriture que tu contribues énormément à la santé, et moi je ne peux pas donner la santé sans vous autres. Et donc c'est ça essentiellement. Donc le plaidoyer est toujours quelque chose dont on a besoin essentiellement, mais je pense qu'il faut commencer d'abord par la maison donc de la santé. David Douetto, merci beaucoup pour cet entretien. Merci à vous. C'est moi, je vous remercie très sincèrement.